Pendant près d'un siècle, la boucle de Triel-sur-Seine a été arrosée par les eaux usées de la ville de Paris, permettant le développement d'une des plus importantes plaines maraîchères de la banlieue parisienne. Le projet était alors novateur, mais les cultivateurs, d'abord méfiants, ont suivi et donné à ce territoire pourtant peu fertile une tradition agricole. Aujourd'hui, la plaine donne cette impression d'abandon des espaces en attente de projets. Mais le paysage garde les traces de cette histoire, dans ses vergers embroussaillés, dans ses chemins d'exploitation, dans ses rigoles, dans son parcellaire en lanière qui en dessine toujours le relief subtil. La plaine de Triel est une enclave en territoire urbain. Le temps paraît s'y être arrêté. Un peu comme on entre, par effraction, dans un bâtiment désaffecté, interdit, on cherche les traces de ses anciens occupants, fascinés par les objets qu'ils semblent avoir abandonnés dans l'urgence. Dans leur silence, ces lieux nous racontent des histoires, un travelling back en noir et blanc, où l'espace reprend vie et s'agite à nouveau. Les cartes historiques nous informent des cultures, du parcellaire, des chemins. Les vieilles photos sépia, les ouvrages d'érudits et l'imagination nous emmènent, mais c'est la parole de ces anciens cultivateurs qui nous renseignerait le mieux. Peut-être pour mieux comprendre et penser les enjeux d'aujourd'hui. Moi, je suis le dernier agriculteur de Triel. Après moi, ce sont des gens de l'extérieur qui viennent faire de l'agriculture sur la boucle de la Seine. Et j'ai arrêté l'agriculture en 96 et j'ai continué sur le reste en faisant du maïs. Après, il est arrivé l'interdiction de faire des légumes sur la boucle de la Seine. Alors, on nous a arrêté les eaux d'épandage qui servaient à faire pousser ces légumes. Ici, il y avait une partie dans les coteaux, c'était des vignes. Et l'autre partie, la boucle par elle-même, où on a retiré le sable, tout ça, c'était sableux, on ne pouvait pas faire pousser ce qu'on voulait, c'était des asperges. Ouais, puis du seigle, des choses comme ça. Des choses qui poussent facilement dans du sable. On a commencé comme ça et en 1900, du temps d'Haussmann, on a voulu à Paris se débarrasser des eaux usées. Et il a été creusé un émissaire qui vient de Paris et qui passe par Colombes, où il y avait une usine pour refouler l'eau. Et la ville de Paris avait acheté, comme c'était des terres avec pas beaucoup de... Elle a acheté ces terres sableuses. Alors ça passait à Pierrelet, ça a commencé d'abord à Gennevilliers. Ah oui, à Gennevilliers, il y avait l'eau d'égout. Hein. Gennevilliers, après c'était Pierrelet, après Pierrelet, ça a passé sous la Seine et... C'est Achères. Et après Achères, Triel, comme ça. Bon, au départ, l'eau, elle n'était pas sale, si, elle était sale, mais c'était des chevaux qu'il y avait à Paris, c'était pas du tout des voitures. Et puis les éviers, je pense qu'Haussmann avait bien calculé son histoire et ça marchait très bien. Et ça a donné du renouveau, parce que les agriculteurs d'ici, ils ont trouvé que c'était pas mal, ils ont commencé par faire des légumes. Ce qui a fait du bien à Triel à l'époque, quand les eaux d'égout sont venues aussi, ils ont peut-être fait activer ça, ils ont arrêté vers 1905, il y a eu le phylloxéra. Ça fichu tout en l'air les vignes, ils avaient planté des plants américains, mais les plants américains c'était dégueulasse, le gens ils ne le vendaient plus. Et ça a permis justement l'installation des eaux d'égout, de changer directement de culture, parce que bon, les vignes c'était là-haut, mais dans la plaine il n'y avait rien. Alors ça a permis, et les gens ont commencé à faire ce que tu disais, de la culture, et puis alors après de plantation d'arbres fruitiers, de beaucoup de poiriers. Il y avait pratiquement des poiriers, un peu de poètes, je vous le dis comme ça. Pour commencer, c'est peut-être un peu réticent.
Parce qu'ils demandaient ce que les paysans ça sont allait toujours donner. méfiants. Hein. Et puis après, quand ils ont vu ce que ça pouvait, ce que ça leur apportait, alors là, c'était pas pareil. 3/4 des habitants étaient agricoles et les gens, et les petites gens travaillaient dans la culture, travaillaient dans les champs. Parce que bon, maintenant on peut tenir une culture avec 2-3 personnes, tandis que quand vous aviez des champs d'1 hectare de haricots à cueillir, il y avait du monde, je peux vous dire. Triel était un jardin. Travailler jusqu'à Rendez-Bois. Jusqu'à Rendez-Bois, la terre était cultivée. Quand vous arriviez au printemps et que vous veniez de Poissy, et que les arbres, les poiriers à l'époque, c'est-à-dire les années 40, par là, 50 même, étaient en fleurs, vous voyez cette table de fleurs, c'est ce parfum qu'il y avait avec des petites taches à droite, à gauche, où il y avait les pêchers qui eux étaient roses. Vous voyez, Triel était un pays superbe. Dans un lien nourricier, les eaux usées de Paris irriguaient la plaine, et la plaine alimentait Paris. À partir des années 60, cet équilibre est rompu. D'autres territoires, plus favorables à la culture maraîchère, viennent approvisionner Paris. Des 140 exploitants à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'en reste plus qu'une quarantaine en 1970. Sur les bords de la Seine, les cultures font place aux sablières, les franges de la plaine s'urbanisent, le paysage agricole s'effrite. La boucle de la Seine, là, elle a été 15 ans en ZAD, et 3 fois 15 ans, 45 ans. Vous n'avez pas le droit de C'est construire. L'État fait C'était ce pas qu'il du veut. terrain. Nous, propriétaires, si on a une succession, on se dit à qui on va vendre. La ZAD, c'est l'État. C'était l'agence foncière. Donc on s'adresse à l'État et elle achète, donc elle devient propriétaire. Et après, comme elle a acheté ça, souvent c'était des arbres fruitiers, elle n'a jamais dit à qui que ce soit d'entretenir, donc c'est devenu des ronces, des friches, et voilà. Moi j'ai arrêté à ce moment-là parce que finalement moi j'ai vendu le terrain à l'agence foncière. Et Ben voilà. voilà. Le résultat, il est là. C'est-à-dire que vous savez, il faut dire que c'est vrai, à cette époque-là, tu sais, ça ne marchait plus tellement la culture quand même. Toi. Non, c'était difficile. C'était très difficile et il y a beaucoup de gens qui ont abandonné. Hein, Oui, non, mais ceux qui n'avaient pas des grosses exploitations, toi tu as pu te permettre de dispatcher. L'élimination des cultivateurs à Triel, quand vous prenez à Triel en France, je dirais, tout doucement, les petits sont éliminés parce qu'ils ne pouvaient plus durer. Et c'est les grosses exploitations qui ont pris à fur et à mesure. Donc à Triel, moi, quand j'ai vu que la tonneur que ça prenait, j'ai dit, bon, d'ici quelques années, pour continuer, il aurait fallu que je remprunte. Vu la situation qu'on ne vendait pas, à la fin de l'année, j'étais plus malheureux que mes ouvriers. Ça n'allait pas. Après, quand on se dit à la fin de la semaine, comment je vais faire pour payer mes ouvriers, on faisait tout à Triel. On faisait aussi bien du blé, de l'avoine, on avait aussi tous les sortes de pruniers, tous les sortes de poiriers. On était trop diversifiés. Donc on ne pouvait pas y arriver. Il aurait fallu bien se localiser, mais c'était pas possible. C'était tellement morcelé. Roger Lefebvre fait partie de ces gros cultivateurs qui ont pu perdurer sur la plaine jusqu'à la fin des épandages. En reprenant les terres abandonnées qu'il défriche et dont il arrache en partie les arbres devenus improductifs, il agrandit son exploitation. Face aux difficultés du marché, il saura par ailleurs tirer parti de la proximité de la ville. Je pense que pour être agriculteur dans le coin, il faut aller se remettre en question tout le temps. Ouais. Vous savez, vous allez arranger de vous livrer votre marchandise chez un mandataire, souvent il vous dit « Oh ben tu sais, elle était pas belle, ça était parti à la poubelle », enfin, vous avez toujours quelque chose. Bon, il faut attendre après ça pour payer les ouvriers, vous n'êtes pas bien. J'ai commencé avec des gens qui faisaient les marchés, et bon, j'arrivais, et le trop-plein, je le mettais chez Jaune, un approvisionneur comme son père a dit. Et puis après, je me suis rendu compte, un hiver comme ça, je m'en vais à la chasse je me rappelle, un copain m'invite à la chasse, c'était Jules Glace de Carrière. Il me dit, il avait avec lui dans la voiture l'acheteur de chez Leclerc, les deux Leclerc qui sont là. Et puis j'ai dit comme ça, tiens,
dans le grenier au-dessus où je suis, Ouais. j'avais 60 tonnes d'oignons là-dedans, je dis ça au bord en cours de route. Et il me dit, tu sais pas, tu vas venir chez Leclerc là en bas, je vais te donner un technique, c'est un petit casier en fer là, et puis tu vas me faire 100 paquets d'oignons. Puis j'avais pas de peu, j'ai rien. Alors j'ai fait ça comme j'ai pu, 1 kilo par 1 kilo. Je mettais ça dans les filets, attaché et tout, comme c'est maintenant, quoi. Ouais. Et puis j'ai fait mon descente, et puis j'ai téléporté. Je porte ça là-bas. 3 heures après, il m'appelle et me dit de payer les vides. Les oignons, j'ai fait tout, la salade, tout ça chez Leclerc, et Leclerc là, Leclerc à Cher et Leclerc à Conflans. Voilà. Et ils avaient du marché frais. En 1999, un arrêté préfectoral interdisait toute culture alimentaire sur la plaine, mettant officiellement fin à une époque de toute façon révolue depuis bien longtemps. Mais c'est toujours dans cette proximité de la ville qu'une nouvelle génération d'agriculteurs pourrait trouver la possibilité d'un renouveau. 100 ans après les eaux d'épandage, un nouveau projet expérimental d'agroénergie voit actuellement le jour sur la plaine. Les agriculteurs aujourd'hui présents sont sceptiques. Monsieur Prévost ne nous disait-il pas que l'agriculteur est méfiant lorsqu'il évoquait les premiers pas des cultures irriguées? Toutefois, l'un d'entre eux développe d'ores et déjà un partenariat avec les collectivités locales, leur fournissant aujourd'hui du paillage pour leurs espaces verts et dans quelques temps, des plaquettes de chauffage pour leurs équipements. Cet agriculteur parle de projet local et d'une nouvelle phase du métier de cultivateur. Toutefois, la communauté d'agglomération Deux-Rives-de-Seine qui porte le projet souhaite à terme développer la culture du miscanthus sur près de 400 hectares et l'orienter vers des débouchés industriels de biomatériaux. Comment penser les conséquences de cette culture, rompant le lien entre agriculture et alimentation, et répondant à des impératifs nationaux voire mondiaux qui dépassent de loin le périmètre de la plaine et de ses villes? Ne reproduira-t-on pas un modèle d'agriculteur céréalière intensive dont l'échelle échappe aux consommateurs et à l'habitant? Que restera-t-il des derniers vestiges de la plaine et de son histoire? La communauté d'agglomération tente d'inscrire le projet de miscanthus dans un projet de paysage, intégrant ses dimensions écologiques et sociales dans une idée de parc agricole. Mais l'équation reste délicate.